fin de la mission gouvernementale de haut niveau à Moscou. Le bilan jugé satisfaisant avec une dizaine de mémorandums d'entente signés. Elle concerne notamment les domaines des infrastructures, des mines et de l'énergie. Vous entendrez les acteurs au tout début de cette édition. La protection des enfants sur les axes routiers, le sujet est au centre d'une rencontre entre les membres du CNT et les différents acteurs. Le but, établir un dialogue constructif afin de faciliter la mobilité de cette couche. Le drame s'est produit le week-end dernier à Torokorobougou. Maïmouna Sanogo, victime des coups et blessures volontaires de son conjoint suite à une dispute admise à l'hôpital Gabriel Touré. Elle a reçu le soutien des membres du gouvernement. Recrutement dans l'armée, les dés sont jetés. Le dépôt des dossiers commence le lundi prochain. Un recrutement qui suscite beaucoup d'engouement. Les tribunaux, les commissariats de police, les mairies sont pris d'assaut pour l'obtention de certains documents administratifs. Merci de nous suivre sur ORTM1. Bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous débutons par le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 18 octobre 2023 sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, Ibrahim Djambélé, bonsoir. Bonsoir, Mme Koné. Quel est le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi? Et voilà, on est là pour ça, et avec plaisir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. C'est le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2023-042 PTRM du 14 avril 2023 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion au Mali. Dans le cadre de la résolution de la crise que notre pays connaît depuis 2012 et en vue d'asseoir une paix durable, le gouvernement a signé avec les mouvements armés l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Cet accord prévoit dans ses mécanismes la mise en place des structures chargées exclusivement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et d'intégration de l'ensemble des combattants des mouvements armés signataires. La Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion a été créée dans ce cadre. Des insuffisances sont apparues dans l'application du décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la dite commission. Le présent projet de décret est adopté pour corriger ces insuffisances. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27 Bamako-Koulikoro à Bamako en République du Mali. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement de bureaux d'études GTAH Lobou Conseil ici pour un montant de 1,198,260,000 francs CFA hors taxes et hors droits de douane et un délai d'exécution de 38 mois. Le projet de décret adopté permettra un meilleur suivi et une exécution correcte des travaux. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déclarant pupille de l'État en République du Mali. B. Un projet de décret déclarant pupille de la Nation en République du Mali. La loi numéro 2016-058 du 27 décembre 2016 institue les pupilles de la nation et les pupilles de l'État en République du Mali et fixe les conditions à remplir par l'enfant mineur pour bénéficier du statut de pupille. En application des dispositions de cette loi, les projets de décret adoptés accordent le statut de pupille de l'État à 41 enfants et celui des pupilles de la nation à 225 enfants qui bénéficieront
entre autres de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur, de la prise en charge des frais de scolarité au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire, de la prise en charge des frais d'apprentissage et de formation professionnelle, de l'octroi d'une bourse entière de l'enseignement supérieur, du placement ou de l'adoption en institution spécialisée. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 55-98 de la commune 4 du district de Bamako. La parcelle de terrain d'une superficie d'1 hectare, 25 arts et 48 centiares est affectée pour satisfaire les besoins de construction des bureaux de la Direction nationale de l'aménagement et du territoire et de la Direction nationale de la population. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement. C'est le www.csgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil des ministres de la suspension des primes et indemnités des membres du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, à l'exception des représentants du gouvernement et de ceux des mouvements de l'inclusivité. Le Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, mis en place par le décret numéro 2016-0401 PRM du 9 juin 2016, a pour mission la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité. Le décret numéro 2017-0544 PRM du 22 juin 2017 fixe les avantages accordés à ses membres. La mesure de suspension des primes et indemnités à l'encontre des représentants de la coordination et de ceux de la plateforme se justifie notamment par la suspension unilatérale de leur participation aux activités des structures de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, la déclaration officielle de guerre à l'État du Mali ainsi que les attaques perpétrées contre des camps et des positions militaires qu'il revendique. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la mise en place des délégations spéciales dans certaines collectivités territoriales. Les collectivités territoriales concernées sont celles dans lesquelles des irrégularités, des dysfonctionnements et des insuffisances dans la gestion administrative, financière et comptable ont été constatées à la suite des missions de contrôle et de suivi. Cette mesure administrative prise conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales sera appliquée sans préjudice des poursuites judiciaires, le cas échéant. La mise en place des délégations spéciales concerne également les nouvelles régions dans le cadre de leur opérationnalisation en attendant l'élection des conseillers des collectivités territoriales. Ces mesures contribueront à renforcer la bonne gouvernance dans les dites collectivités territoriales conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Et ce sera tout, Mariam, pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Avec vous également un communiqué du gouvernement. C'est vrai, je reste avec vous sur ce plateau pour lire ce communiqué numéro 061 du gouvernement de la transition, ainsi libellé. Le gouvernement de la transition a pris avec une profonde stupéfaction des propos
subversif, irresponsable et biscornu contre le Mali tenu en France par M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées de la République française, devant des sénateurs le 11 octobre 2023. Le gouvernement de la transition a constaté que les 10 propos diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali de l'intéressé n'ont pas fait l'objet de réactions de la part des autorités françaises. Eu égard à cette complicité passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M. Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ces prédictions se retournent contre lui-même et son pays. Le gouvernement de la transition saisit cette triste occasion pour informer l'opinion que les propos de M. Lecornu sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En effet, actuellement, la junte française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et place d'un retrait ordonné, coordonné et sécurisé en application des dispositions pertinentes de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les objectifs de cette fuite orchestrée en prétextant des raisons fallacieuses et en violation du calendrier de cessation des sessions, des emprises aux autorités maliennes constituent une énième trahison dont sont victimes les forces armées de sécurité du Mali et visent à équiper les groupes terroristes en abandonnant délibérément des quantités importantes d'armes et de munitions pour réaliser leurs desseins funestes. Le gouvernement de la transition rassure la population que nos vaillantes forces armées et de sécurité poursuivront avec admiration, professionnalisme et détermination la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. En outre, le gouvernement de la transition invite les populations maliennes à redoubler de vigilance et à renforcer la cohésion nationale en ce moment important de la vie de notre nation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Mariam Koné, à vous, bonne suite de journal. Merci Ibrahim Djambélé à Koulouba pour la décoration aujourd'hui de 4 personnalités turques de la société Baykar par les autorités de la transition. Il s'agit du PDG de cette société et 3 de ses collaborateurs qui ont été décorés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour la qualité de leur collaboration avec notre pays. Ils ont reçu leur distinction des mains du chancelier de l'Ordre national du Mali. Le PDG de la société Baykar a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Mamadou Fane a suivi. Reconnaissance du Mali à ses amis sincères qui œuvrent à ses côtés pour la pacification du pays. Pour leur témoigner la reconnaissance de la nation pour service rendu, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décoré des personnalités turques de la société Baykar. Parmi ces personnalités, le président directeur général de Baykar, Lütfü Haluk Bayraktar, et Selçuk Bayraktar, ingénieur de la même société, élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. C'est un privilège en fait, parce que c'est pas seulement donné à mon nom, c'est aussi pour nos équipes d'ingénieurs qui travaillent jour et nuit aussi ensemble pour développer cette technologie qui sert par la suite à sécuriser, à aider, à donner un appui à la sécurité du Mali. Il existe une coopération très solide entre le Mali et la Turquie aujourd'hui. Je veux remercier encore une fois son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. 2 autres personnalités de la société Baykar ont pour leur part reçu la distinction de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Il s'agit d'Esref Evlou Yaouglou, chef de département des affaires, et Dem Khan, chef de projet de Bayraktar.
Les heureux récipiendaires ont salué les autorités maliennes pour ces distinctions. La société Baykar est spécialisée dans la fabrication de pièces d'automobiles et de drones. À la primature des paysans soucieux de la sauvegarde de l'environnement et des jeunes politiciens soucieux de la bonne marche de la transition, tous reçus par le Premier ministre. Ils ont partagé leurs préoccupations avec le chef du gouvernement qui a promis de s'investir pour rendre visibles les actions du gouvernement dans les domaines concernés. Le compte-rendu est de Aloucine Touré. Comment protéger notre couvert végétal et rendre nos terres plus fertiles dans un environnement sujet au changement climatique? C'est la préoccupation partagée par Mahamadou Nimaga et ses camarades lors de leur entretien avec le chef du gouvernement. Cette préoccupation porte sur vraiment les feux de brousse. Avec les changements climatiques, les feux de brousse sont devenus un phénomène aujourd'hui si on n'y prend pas des mesures. En tout cas, notre couvert végétal va disparaître totalement dans les années à venir. Le Premier ministre a accueilli vraiment avec beaucoup d'attention ces propos. Les jeunes responsables de la toute nouvelle formation politique dénommée Mouvement politique pour la République et la démocratie ont souhaité, quant à eux, présenter leur mouvement et proposer un cadre de collaboration. Tisser un lien de partenariat avec la primature et aussi avec votre personne. Après avoir mis en place ces mouvements, après avoir se consulté, de tenir une audience avec le Premier ministre, donc pour solliciter également votre partenariat et celle de la primature. En tout cas, bon courage. Vous êtes jeune, vous avez tout devant vous. Vous avez 20, 30 ans, vous avez encore 20, 40, 50 ans devant vous. Concentrez-vous sur votre spécialité pour être le meilleur là-dedans. La politique, là, on peut la faire à n'importe quel âge. Essayez de comprendre ce qui se passe dans le pays. Avoir une analyse critique des choses. Et prendre une décision éclairée que vous pouvez défendre. C'est ce que je voudrais vous conseiller en tant que jeune mouvement. En tout cas, les interlocuteurs du chef de gouvernement sont répartis satisfaits des propositions de solutions qui leur ont été faites. À Moscou, fin de la mission de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances. Au total, une douzaine de mémorandums d'entente et autres relevés de conclusions ont été signés, notamment dans les domaines des transports et de l'énergie. À l'heure du bilan, les membres de la délégation se disent satisfaits chacun des avancées obtenues dans son secteur. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Énergie et de l'Eau, le président de la commission Mines, Énergie et Eau du CNT, ainsi que le ministre des Transports et des Infrastructures. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Kounate. La mission, vraiment, ça a été un langage de vérité. Et vraiment, tout ce qu'on a comme problème, ça a été, on ne peut pas dire que tout est résolu à 100%, mais plus de 50% au moins seront résolus. La preuve, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on doit réaliser cette énergie verte-là, le problème, c'est qu'on a un temps. Dans les 3 ans, il faut quand même continuer avec ce qu'on a. Donc ça va poser les problèmes d'hydrocarbures. Et ce problème d'hydrocarbures est également résolu parce que le ministre de l'Énergie de la Fédération de Russie dit que ce problème d'énergie, il va le prendre en charge. Également, dans 3 ans, on va commencer à avoir l'énergie verte, surtout l'énergie solaire, parce que le Mali, c'est quand même un pays très, très ensoleillé. Et également, on a l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, ça, c'est quelque chose qui peut durer un peu dans le temps. Pour que ça puisse démarrer, il faut compter au moins 7 ans. Mais en attendant, il y aura des formations de jeunes sur l'énergie nucléaire que la Russie va assurer. Il y a également une sensibilisation de la population qui va être faite. Et le troisième volet, surtout, ça concerne les infrastructures. Les infrastructures, c'est surtout les réseaux qu'il faut mettre en place et puis les routes aussi qu'il faut mettre en place pour l'énergie nucléaire. On a fait un très grand pas. Cette mission, franchement, a été une réussite totale. Comme je le dis, ça ne s'est pas arrêté à faire que des MOU, des mémorandums d'entente. Il y a des pré-conventions qui sont déjà dans le pipe qui vont être transmis au gouvernement malien. Et vous savez, le Mali aujourd'hui traverse une grande crise énergétique quant à la production qui est basée sur le thermique. Et malheureusement, nous, on n'a pas de pétrole chez nous. Nous sommes obligés d'importer le carburant. Donc, les énergies renouvelables et nucléaires sont une alternative
à cette production, là, c'est une complémentarité qui va venir s'ajouter à diminuer le thermique de manière drastique et à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix et du nucléaire. Donc je peux dire que nous sommes en train d'aller vers la souveraineté énergétique du Mali. Sur le volet infrastructure et transport, je peux dire que la visite a été une réussite parfaite. Parce que qui connaît les problèmes de mobilité urbaine à Bamako, avec déjà la modernisation des rails, de Koulikoro jusqu'à Diboli, la modernisation, nous sommes en métrique, on va pouvoir basculer sur les standards. Et ensuite, les 2 lignes de tram que nous envisageons, moi je peux dire que la moisson a été fructueuse. Et ensuite, en ce qui concerne la compagnie aérienne, pour qui connaît au Mali, notre compagnie aérienne est en arrêt depuis longtemps. Donc avec les échanges que nous avons eus avec les ministères des Transports de la Fédération de Russie, nous envisageons mettre en place une compagnie avec l'aéroflotte de la Russie qui va pouvoir assurer la desserte nationale au fil du temps, avoir notre propre compagnie de commun accord ou bien souvent un modèle que nous allons fixer avec le ministère des Transports russe pour pouvoir desservir les Mali à travers cette compagnie dont la gestion va être une gestion commune entre les 2 pays parce qu'ils vont appuyer le Mali à avoir sa propre compagnie aérienne. Avec cette compagnie aérienne, on l'a dit, nous allons faire la desserte nationale, nous allons faire la desserte sous-régionale et nous allons faire, si possible, des vols internationaux. Le bilan de la mission est jugé également positif pour le secteur minier ainsi qu'en matière d'approvisionnement du pays en produits stratégiques comme le blé, les engrais et les hydrocarbures. Les ministres Amadou Keïta des Mines et Moussa Alassane Diallo de l'Industrie et du Commerce nous en parlent. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux. Cette mission a été très fructueuse pour le secteur des mines. Nous avons signé 2 mémorandums et aussi un relevé de conclusion. Le premier mémorandum, nous l'avons signé avec Uranium One Group, qui est une filiale de la grande société Rosatom. Et avec cette société, le mémorandum va porter sur donc des projets miniers. Il s'agira donc de voir dans quelle mesure cette société pourrait bénéficier de permis de recherche et d'exploitation. Mais sur un autre volet, cette société pourrait aussi faire une co-exploitation avec la Société d'État du Mali et la SOREM. Le deuxième mémorandum a été signé avec Ross Geologia, qui est donc une société reconnue mondialement pour donc, ses performances dans ce domaine. Dans le cadre de ce partenariat avec la société russe Ross Geologia, nous pensons pouvoir couvrir l'ensemble de notre territoire. Il s'agit pour nous, conformément à la volonté du président de la transition, de pouvoir avoir une maîtrise totale sur les ressources minières de notre pays. Je dois dire que le partenariat va porter aussi sur le transfert de connaissances. Ensuite, donc sur la base donc, de formation dont bénéficieront des cadres de notre ministère, mais aussi des étudiants. Il y a aussi la promesse de la construction d'une école de géologie gratuitement dont notre pays bénéficiera. Maintenant, concernant le troisième projet qui a fait l'objet d'un relevé des conclusions, qui a été signé aussi, et ça porte sur la construction d'une usine d'affinage. Nous sommes satisfaits de cette mission qui, à mon avis, va nous permettre justement d'atteindre les résultats que nous nous sommes fixés dans le cadre de ces renouveaux du secteur minier malien. Il y a 3 aspects qui sont des priorités et des aspects stratégiques pour notre pays. Le premier, c'est toutes les questions liées à l'approvisionnement de notre pays en intrants agricoles, dans des dispositions qui peuvent assurer à la fois la disponibilité, la qualité et le prix. Je pense que dans cette problématique-là, les résultats obtenus au cours de cette mission nous donnent une entière satisfaction et nous permet de bâtir une stratégie long terme pour sortir de la gestion de l'urgence et pour nous inscrire aussi dans le meilleur respect
de nos calendriers agricoles. Le deuxième aspect, qui est aussi une stratégie qui intéresse notre pays, c'est l'approvisionnement de nos minoteries en matière de matières premières. Mais nous devrons dire aussi que nous avons une stratégie nationale aussi et une volonté politique d'assurer la couverture de notre besoin en blé à partir de la production locale. Mais d'ici là, nous avons besoin de bâtir des stratégies qui stabilisent l'approvisionnement de nos minoteries en blé. Et au cours de cette mission, nous avons pu élaborer des stratégies, obtenir des accords qui permettent d'assurer véritablement cette disposition-là. Et enfin, tout ce qui est aussi approvisionnement correct de notre pays en pétrole, je pense que ça a été aussi une dimension importante qui a été assurée, toute chose qui permet aussi d'assurer le fonctionnement normal de l'économie. Ici à Bamako, la protection des enfants sur les axes routiers, le sujet est au centre d'une rencontre entre les membres du CNT et les différents acteurs. Le but est d'établir un dialogue constructif avec les membres du CNT afin de faciliter la mobilité de cette couche. Noum Sissoko. Depuis juillet 2022, le consortium AMDH, DRC, Conseil danois pour les réfugiés, et ATDED, Action Tartide pour le développement durable, met en œuvre un projet intitulé PRISM, protection et respect des droits des enfants en situation de mobilité sur la route Gao-Sévaré-Bamako. Un des axes de ce projet est la mise en œuvre d'actions de plaidoyer pour le renforcement du cadre législatif et institutionnel de protection au niveau national, ainsi que les pratiques de protection au niveau communautaire. Voilà qui justifie la tenue de cet atelier d'échange et de plaidoyer entre acteurs de mise en œuvre du PRISM et les membres des commissions loi et de la promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant, ainsi que de l'emploi du CNT. Ce projet est assez particulier parce qu'il cible tous les enfants en situation de mobilité de 0 à 17 ans sans distinction des statuts. Donc les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les PDI. Dans le cadre du projet PRISM, le Conseil danois pour les réfugiés intervient à travers une approche axée sur le respect des droits fondamentaux des enfants, la détection des enfants en situation de mobilité par nos équipes, l'identification des cas de violation et des vulnérabilités, l'assistance individuelle de protection, qui est notamment constituée d'articles non alimentaires et alimentaires, les forfaits de communication, les frais médicaux et les frais de transport. Il s'agit au cours de cet atelier d'attirer l'attention des membres du CNT sur l'impact de la crise sur la protection de l'enfant, notamment les enfants en situation de mobilité. La situation de nombreux enfants en mobilité au Mali demeure préoccupante en raison de la pauvreté, de l'analphabétisme, en dépit de tous les efforts des politiques publiques. C'est une journée pour nous d'immersion, pour voir avec vous qu'est-ce qu'on peut capitaliser, travailler afin que le droit de ces enfants soit encore plus renforcé. Cet atelier doit permettre à l'AMDH et au DRC d'obtenir des engagements pour le renforcement du cadre législatif et réglementaire de protection des enfants, notamment ceux en mobilité. Ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2023 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 19 octobre 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur les points suivants: adoption de procès verbal, délibération sur les projets de loi et communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Attention, âme sensible, le drame s'est produit le week-end dernier ici à Torokorobougou. Maïmouna Sanogo a été amputée de ses deux bras par son époux suite à une dispute. Admise à l'hôpital Gabriel Touré, les ministres en charge de la promotion de la femme, celui de la justice et celle de la santé étaient à son chevet cet après-midi. Retour sur le film d'un événement pathétique avec Awa Ditma Kamara. Hôpital Gabriel Touré ce mercredi matin. La composition de cette délégation est l'expression de la gravité de la situation inhumaine que vit une jeune dame. La victime se nomme Maïmouna, âgée de 35 ans.
Elle a perdu ses 2 mains, ses nerfs sectionnés avec des machettes. Le bourreau n'est autre que son époux. Cette scène abominable s'est déroulée le vendredi dernier entre 23h et minuit au quartier de Torokorobougou, en commune 5 du district de Bamako, après une dispute entre la bonne dame et le commanditeur de l'acte qui tourne au vinaigre. Le mariage se fait à 6 mois. Donc, il faut me la slammer de bon faire. Car ça me sonne une embafou. Il faut ne solo me dire que la car ça tient une embafou. Alors, coup fera de la normative. Vraiment, mais président fou. Car bon président n'a qu'un ministre, un bébé fou. Non, mais comment on a de fou la blé. Fou de qu'on est à la cinéma. Madame, comment à la cinéma. Il faut gouvernement à l'étournant que ça va. Désespérée, mélancolique, perdue dans ses pensées, c'est dans cet état que la dame reçoit les 3 membres du gouvernement. Cet acte était un acte lâche, barbare et inhumain. Nous avons décidé d'être là pour apporter tout notre soutien, notre compassion et solidarité à cette dame. Aucune colère, aucune vengeance ne peut expliquer de tels actes. C'est un acte effroyable. Je voudrais aussi féliciter tout le personnel de l'hôpital Gabriel Touré, toute l'équipe qui a pris en charge, les équipes de la promotion de la femme, tous les partenaires, tous ceux qui ont fait quelque chose pour pouvoir la sortir de là. La prise en charge se fait à hauteur de souhait et les médecins rassurent que son pronostic vital n'est pas engagé. Le cas de Maïmouna met sur orbite la nécessité de l'adoption d'une loi de protection contre les violences faites aux femmes. Nous allons demander à ce que les acteurs de justice accélèrent le traitement de ce dossier-là, que l'auteur de l'infraction puisse être sanctionné très rapidement et avec la dernière rigueur. Donc le cadre juridique par rapport aux violences basées sur les genres, donc il est en cours de renforcement. Donc des textes ont été élaborés et sont dans le circuit d'approbation. En attendant la suite des enquêtes, son mari, peintre de son état, a pris la poudre d'escampette. Mais pour combien de temps? Prompt rétablissement à Maïmouna Sanogo et courage. Le 11 octobre est dédié à la célébration de la jeune fille. Cette année, c'est toute une semaine qui a été décrétée pour la cause par les autorités du pays. Nous allons voir ce soir la compétition en art oratoire de la Miss Nyeledi. C'était autour du thème pour la refondation du Mali. Les filles contre Boukari Koulibaly, compte rendu. Les jeunes filles apportent leur pierre à l'édification du Mali. À l'occasion de la semaine qui leur a été dédiée, la Cité des enfants, en collaboration avec le département chargé des enfants, a initié un concours en art oratoire et Miss Nyeleni. Il s'agit à travers ce concours de magnifier les talents de la jeune fille. Le concours en art oratoire permettra aux filles de se familiariser avec la prise de parole en public et d'exprimer aisément leurs opinions sur les questions qui les concernent. C'est donc un moyen de promouvoir le leadership féminin et de prendre en compte les préoccupations de cette couche spécifique. Quant au concours Nyeleni, il s'agit de cultiver chez la jeune fille les valeurs qui caractérisent la bravoure de la femme dans le temps et dans l'espace. Véritable espace de récréation et d'éclosion de talents, ce rendez-vous a comblé les attentes des organisateurs, à en croire leurs témoignages. Je suis satisfaite par rapport à la participation des enfants du Mali. Vous avez vu, ils ont compris de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire la refondation? Ils l'ont compris par rapport, vous avez vu comment elles se sont exprimées par rapport à certains points de l'actualité et les questions qui les préoccupent. À la fin de la compétition, Awa Kone a été sacrée meilleure de la catégorie art oratoire et Mariam Koulibaly Miss Nyeleni. Aussi, des cadeaux ont été remis aux autres candidates et le tout sanctionné par des notes musicales du mini-ensemble instrumental de la Cité des enfants. Recrutement dans l'armée, les dés sont jetés. Le dépôt des dossiers commence lundi prochain. Un recrutement qui suscite beaucoup d'engouement. Les tribunaux, les commissariats de police, les mairies sont pris d'assaut pour l'obtention de certains documents administratifs. Des volontaires engagés pour un jour défendre la patrie. Moussa Papa Aïdara et Taïeb Adjaouyakoui ont fait un tour en ville. 7 heures devant le tribunal de la commune 6 du district de Bamako. Une file d'attente à perdre de vue.
Il faut avoir des semelles solides ou du moins des pieds robustes pour tenir au moins 4 heures avant d'obtenir l'un des précieux documents administratifs. Documents leur permettant de soumettre leur candidature pour le prochain recrutement dans l'armée. Tous sont pourtant volontaires, mais vivent un calvaire pour obtenir le précieux sésame. J'ai quitté l'hôpital à 1 heure pour venir ici. Je suis ici depuis 3 heures. Malgré la douleur que j'ai, mais je me force. Je recherche nationalité pour faire mes dépôts. Depuis l'annonce du ministère de la Sécurité et de la Protection civile indiquant la date de dépôt des candidatures prévue pour le lundi 23 octobre, c'est une véritable course contre la montre pour les potentiels candidats. À l'instar de la commune 6, l'affluence est identique dans les autres communes. Que ce soit à la police pour obtenir un certificat de résidence, au tribunal pour avoir le casier judiciaire ou la nationalité, ou à la mairie pour entrer en possession de son attestation de célibataire sans enfant. La conviction qui anime ces jeunes qui veulent s'aligner désormais dans le rang des forces armées de sécurité est l'amour de la patrie. Depuis 2020, le wa teni konguru ke nya ke saper la mi shure no fo ala ma yoro ere la ko tiens la ne teni kan bara gele atere ne be coiffure de ke mais tiens la teni ne akanu depuis nga 4 mandi akari fana ka ke ni ya sora bi jani tiens la al na fa nga tan nor la aw aman fasore ko aman disgosi na on fasore ifana voilà am sa malkore la. Ne cherchez pas non pas à savoir comment les dossiers sont traités au niveau des tribunaux et à la police. Notre curiosité s'arrête ici à la porte. Du côté des agents d'enrôlement du RAVEC à la mairie, la situation semble être maîtrisée. La petite équipe fait de son mieux pour satisfaire la forte demande journalière. On a commencé depuis 7 heures. On a une équipe dynamique. Nous avons 3 machines qui fonctionnent très bien. Par jour, en moyenne, nous avons 250 renouvellements. Souvent, vous voyez, il y a des gens qui viennent. Souvent, ce n'est pas pour faire le renouvellement. Uniquement, il y a des gens qui viennent nous voir pour autre chose. Quand il y a certains quand ils voient les gens rentrer, ils pensent que c'est des gens qui sont venus, ils ont un autre moyen pour venir faire le renouvellement. Alors, ce n'est pas ça. Souvent, ils manifestent leur mécontentement. Pendant que ce n'est pas le cas. On n'est pas en train de tricher, on ne fait pas de discrimination. Il y a urgence puisque du 23 au 29 octobre, tous les dossiers doivent être déposés. Pourtant, l'obtention de certains documents prend 1 semaine. Le courage reste la seule arme pour le moment, ou du moins un pré-test qui forme certainement les jeunes en endurance. L'Office central des stupéfiants a saisi plus de 300 millions de drogues à Sénou Bamako. Cette descente a été menée par une des unités opérationnelles de l'Office dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 octobre 2023. Des précisions avec Ibrahim Kaoukounate et Mohamed Sidibé. L'Office central des stupéfiants poursuit sa lutte contre les stupéfiants au-delà de celle menée contre la chicha. Ces dernières semaines, il enchaîne les succès. Ces agents viennent de procéder à une saisie importante en hachis. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2023, une des unités opérationnelles de l'Office central des stupéfiants a procédé à une importante saisie de 440 kg de hachis à Sénou. Les produits étaient conditionnés dans une fourgonnette de couleur blanche avec des écriteaux. Cette saisie, à nouveau, est le résultat de nos surveillances quotidiennes sur le terrain. La valeur marchande de ces produits saisis est estimée à plus de 300 millions de francs CFA. Et c'est la première fois que notre service procède à la saisie d'une telle quantité en hachis au Mali. D'une ingéniosité que les suspects avaient bien dissimulé les produits dans une camionnette. Cette saisie importante de drogue est le fruit de la bonne collaboration de la population et surtout la surveillance permanente des éléments de l'OCS. Nous ne cesserons de rappeler que l'OCS est plus que jamais déterminé et prêt à en découdre avec les narcotrafiquants jusqu'à leur dérébation. Nous remercions les autorités de la transition à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile
pour le soutien sans faille dans cette lutte. Les suspects qui seront interpellés seront mis à la disposition du procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour trafic de drogue. C'est parti pour la seconde phase du projet Système intégré de gestion des ressources humaines. Elle est axée sur l'identification des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Pendant 4 jours, les représentants des différentes directions vont échanger sur la méthodologie et des conseils pratiques. Abdul Karim Kaba nous fait le point. La mobilisation du jour est la preuve que les agents de la fonction publique de l'État et des collectivités accordent du crédit à cette seconde phase du projet Système intégré de gestion des ressources humaines. C'est pourquoi les autorités de la transition ont initié la session sur l'identification des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités. Il s'agit d'une phase cruciale qui va déterminer le couronnement de ce projet que les hautes autorités de notre pays ont voulu comme un projet typiquement malien, conçu par les Maliens, mis en œuvre par les Maliens et pour les Maliens. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à vos services respectifs pour que vous soyez désignés en tant que représentants de l'administration publique pour cette phase importante, à savoir l'opération d'identification des agents de l'administration publique. Pour réaliser cette opération, il faut des méthodes et avec des agents bien avertis. Toutes les données collectées vont être hébergées au Mali. Les données aussi seront sécurisées au Mali. Toute la prise en charge est financée par le budget national. Donc c'est un projet qui est porté par les cadres de l'administration, qui est exécuté par les cadres de l'administration. Du 1er novembre 2023, tous les agents doivent être identifiés. Les équipes vont passer dans tous les services. Donc tous les agents qui ne seront pas identifiés dans les délais requis feront l'objet de sanctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. En clair, le projet Système intégré de gestion des ressources humaines vise à assainir l'administration afin de corriger les tares et surtout diminuer la lenteur dans l'administration. Cet avis, le consul général du Mali à Paris informe la communauté que pour faciliter et accélérer la remise des cartes d'identité biométriques, une procédure de remise par voie postale est mise en place. Les personnes dont les cartes sont disponibles au consulat doivent en faire la demande en ligne au www.consulatdumalienfrance.fr, rubrique carte d'identité biométrique. Le demandeur renseigne l'interface, imprime le formulaire, le signe et l'envoie par la poste sous pli contenant obligatoirement une enveloppe retour affranchie au tarif recommandé avec accusé de réception aux frais du demandeur à 50 grammes, un justificatif de domicile ou l'adresse ainsi que la photocopie recto verso de sa carte ou fiche NINA ou passeport biométrique ou carte d'électeur biométrique à l'adresse suivante: 53 rue Hoche, 93 170 Bagnolet, service carte d'identité biométrique. L'enveloppe retour doit être dûment remplie à l'adresse correspondante ou au justificatif de domicile. La demande est individuelle, un dossier par personne. Les dossiers non conformes ou incomplets ne seront pas acceptés. Le consul général sait compter sur la bonne compréhension de tous. Le ministère de l'Agriculture a tenu à Bamako un atelier pour discuter du système sémencier des céréales sèches et légumineuses à grains. La rencontre a réuni des parties prenantes de diverses chaînes de valeur agricole. L'objectif est de créer une stratégie répondant à la demande croissante de céréales. Reportage Agibou Koulibaly. Cet atelier a réuni des acteurs de toutes les chaînes de valeur des céréales sèches et légumineuses à grains. L'objectif est de recenser les contributions de ces parties prenantes pour élaborer une stratégie de système sémencier capable de répondre aux besoins en constante augmentation de céréales au Mali. 4 programmes sont dédiés à la recherche sur le sorgho, le mil, le niébé et l'arachide, compte tenu de l'importance de ces cultures dans l'alimentation de la population malienne.
Chacun de ces programmes a compétence de mener des recherches sur toute l'étendue du Mali. Au cours de cet atelier de 3 jours, les participants vont engager des discussions approfondies sur l'état actuel des systèmes semenciers des cultures arides au Mali. They utilize less water. Je voudrais souligner l'importance capitale que revêtent ces cultures pour les zones arides. D'abord, ce sont des cultures qui utilisent moins d'eau, ce qui signifie que là où les autres cultures ne peuvent pas réussir, ces cultures réussissent. Et ceci revêt une importance capitale. Donc, ce que nous faisons, c'est de mettre au point ces variétés qui sont adaptées aux zones arides et semi-arides. J'ose espérer que les actions du projet Avisa aboutiront à ces résultats liés fondamentalement à des systèmes sémenciers répondant aux préoccupations de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des mil, sorgho, arachide et niébé. Nous ne devrions pas perdre de vue que ces 4 cultures contribuent à 60% de l'autoconsommation. Avec le soutien de la fondation Bill & Melinda Gates et la volonté des acteurs agricoles de collaborer, le Mali est donc sur la bonne voie pour faire face aux défis alimentaires posés par les changements climatiques. Les responsables des musées du Mali et du Burkina Faso en conclave, c'est à la faveur du lancement du projet de renforcement de la sécurité des musées dans les régions du Sahel et de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Les 4 jours des travaux seront marqués par des ateliers de formation, des visites guidées et de remise de matériel. Alpha Meiga. Dans cette salle d'exposition du Musée national, c'est la mobilisation des grands jours. C'est pour le lancement des travaux de 2 ateliers. Le premier portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action au profit de 22 musées. Le second atelier, lui, est axé sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels et la gestion des risques dans les musées. Les bénéficiaires sont le Mali et le Burkina Faso. Notre souhait est qu'avec l'appui de nos partenaires, ce réseau s'étende à d'autres pays afin que les musées africains collaborent ensemble pour trouver des solutions aux problèmes que nous avons en commun. Et c'est justement là que les musées, institutions culturelles, chargées par excellence de la conservation des biens culturels, il est impérieux alors que les professionnels qui les gèrent soient outillés pour leur meilleure conservation. Une opportunité toute trouvée avec les partenaires de repenser et surtout renforcer la sécurité des trésors ancestraux dans les 2 pays. C'est le lieu pour moi de remercier très sincèrement Alif pour son appui constant et substantiel au patrimoine culturel à travers le monde et en particulier au Mali. Féliciter l'ICOM et ces 2 comités au Mali et au Burkina Faso pour cette belle initiative en faveur des institutions muséales du Sahel dont les défis contemporains sont immenses. Au cours des 4 jours de travaux, plusieurs modules seront présentés et en toile de fond, le partage d'expériences. Les musées du Mali et du Burkina Faso sont confrontés à des difficultés de gestion de leurs collections. Depuis près de 10 ans, le Mali et le Burkina Faso font face à une crise multidimensionnelle sans précédent, causant des dommages aux biens culturels, destruction intentionnelle, vol, pillage de sites, trafic illicite d'objets. En attendant la visite des différents musées, il a été procédé à la remise symbolique de matériel de secours. 3 jours d'atelier pour les acteurs de l'éducation et de la santé après une première rencontre dédiée à la définition d'un ensemble de services de santé pour les élèves et étudiants. Ce second est consacré à l'examen et à la validation du package proposé, une initiative de l'ONG Save the Children avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas. Awa Adama Koulibaly et Oumar Katraoré nous en disent plus. Aborder avec les adolescents les questions liées aux services de santé reproductive et briser les tabous tout en tenant compte des pesanteurs sociales. Un exercice pas aisé mais nécessaire au vu des défis du moment. Les constats ont montré que les adolescents, de façon générale, n'ont pas trop accès aux services de santé. Encore moins aussi les plus jeunes.
On a eu à élaborer des guides sur les compétences de vie courantes et aussi des modules sur la gestion de l'hygiène menstruelle et la puberté. Après la théorie, place à la pratique. Celle de doter chaque établissement scolaire et universitaire d'un paquet de santé de la reproduction complet, équitable et adapté. Nous devons faire en sorte qu'au niveau des infirmeries secondaires universitaires, que les jeunes filles puissent avoir accès effectivement à ces serviettes hygiéniques, je veux dire. Nous étions habitués à avoir que les paracétamol. Aujourd'hui, il faut l'améliorer. Il est important qu'on puisse avoir des centres de santé à hauteur de souhait où on trouve effectivement tous les prestataires qualifiés pour encadrer les jeunes. Experts, praticiens et acteurs clés de l'éducation et de la santé, tous travaillent à l'atteinte de cet objectif. L'éducation est la pierre angulaire de toute société prospère et en tant que décideurs, éducateurs professionnels de santé et membres de la communauté éducative, nous avons la responsabilité de garantir que nos établissements d'enseignement offrent non seulement une éducation de qualité, mais aussi un soutien complet à la santé sexuelle et reproductive de nos élèves et étudiants. En cours de validation, les 10 paquets de services sanitaires seront mis à la disposition des écoles et universités maliennes d'ici 2024. Santé toujours, lancement au CSCOM universitaire de Kaindi de la 3e campagne de vaccination contre le Covid-19. La cérémonie de lancement a regroupé les autorités administratives, politiques, les acteurs de la santé et leurs partenaires. Cette campagne durera 10 jours. Reportage Mouriba Keita. Cette campagne vise à réduire la morbidité et la mortalité. Dans le cadre de la mobilisation sociale, nous faisons référence au degré d'atteinte de l'implication de tout un chacun d'entre nous. À commencer d'abord par les responsables communautaires qui sont d'abord les chefs de village. Les stratégies que nous avons développées, ça serait donc au niveau non seulement de la région, mais au niveau de tous les districts sanitaires donc de la région de Kaï. La vaccination contre la Covid-19 permet d'éviter les cas graves et les décès liés à cette infection. Cependant, malgré l'organisation des campagnes de vaccination, le taux de personnes complètement vaccinées demeure faible à 24,72% dans la région de Kaï, comparé à l'objectif de 70%. Dans son discours, le représentant du gouverneur n'a pas manqué de souligner l'importance que le gouvernement et ses partenaires accordent à la vaccination. Le gouvernement du Mali et ses partenaires accordent une grande importance à la vaccination qui est capitale pour éviter les cas graves de la Covid-19 qui sont à la base de beaucoup de décès. Dans la région de Kaï, malgré les efforts consentis, le taux de couverture demeure faible. À la date du 28 août 2023, 355 569 personnes étaient complètement vaccinées, soit un taux de couverture de 24,72%. Durant ce 3e passage de vaccination contre la COVID-19 qui durera 10 jours, les stratégies adoptées sont entre autres la stratégie fixe, avancée et le porte-à-porte et seront mobilisés 1502 agents vaccinateurs et mobilisateurs de proximité, 101 superviseurs pour vacciner plus d'1 800 000 personnes. Dans la capitale de l'Or-Blanc, la révision des listes électorales et la remise des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées se déroulent respectivement dans les quartiers Koko et Amdalaï de Koutiala. Le gouverneur de région est allé s'enquérir de l'état d'exécution de ces deux opérations. Général Abdoulaye Sissé invite les populations à venir s'acquitter de leurs devoirs civiques. Reportage Brahima Kone. La révision des listes électorales et la remise des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées sont importantes pour l'avenir du Mali. D'où cette visite du gouverneur de la région de Koutiala aux commissions chargées de mener ces opérations. La première étape a concerné l'ex-DENAFLA QG de la commission administrative de révision annuelle des listes électorales SI à Koutiala-Koko. Un total de radiation dans les deux cercles 1061. Et comme nombre de transferts, 646 au total, 398 431 électeurs. Donc encore à ce niveau, ce que les gens ne comprennent pas, il faudra qu'ils viennent déclarer, soit ils sont radiés ou bien ils sont transférés. Après avoir échangé avec la commission administrative de révision annuelle des listes électorales, le chef de l'exécutif régional est allé à Amdalaï, le quartier le plus peuplé de Koutiala avec plus de 50 000 habitants.
Dans la famille de Fodé Diawara, chef de ce quartier, le général Abdoulaye Cissé a constaté le déroulement de la distribution des cartes nationales d'identité biométriques sécurisées. Avec un taux global de 51,33% de remise des cartes, le constat est bon même si à Eurosol on enregistre seulement 2,9%. Le nombre de cartes restantes, nous avons 33 504 à Koutiala et les cartes remises sont au nombre de 52 686 sur 851 900 cartes perçues. Donc on peut dire qu'à Koutiala ça va encore. Il faudra que Euroso bouge un peu. Notons que la phase active de la révision des listes électorales devant couvrir un mois a commencé le 1er octobre et devra prendre fin le 31 octobre 2023. Quant à la remise des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées, l'opération a démarré à Koutiala le 25 septembre dernier et elle finira le 24 octobre 2023. Le projet AWA de l'Université d'été vient de lancer à Ségou les travaux de sa rencontre annuelle. Des lauréats de 11 pays d'Afrique de l'Ouest y participent pour le financement des activités culturelles. 10 jours durant, participants, experts et formateurs vont échanger sur les expériences en vue de la professionnalisation dans le secteur de la culture. Honoré Tchédou. Le projet AWA de l'Université d'été est un camp d'échange, de partage de meilleures pratiques et de réseautage entre lauréats, experts et formateurs du réseau ICAM d'Afrique. La présente cérémonie consacre l'ouverture officielle de cette université à Ségou. Un cadre annuel pour le projet de garantir la professionnalisation, la compétitivité et la durabilité du secteur de la culture. Les projets nous soutenaient, c'était du saupoudrage, on te donnait un peu et donc tu n'arrivais pas à garder ton projet longtemps. Mais grâce à AWA, la réflexion est de faire que les entrepreneurs culturels soient moins fragiles. 10 jours sont mis à profit pour échanger. Des échanges qui aboutissent à la facilitation des conditions d'accessibilité et les mécanismes de financement innovants dans le domaine culturel. L'ambition, c'est d'arriver de soutenir au moins 115 projets. En termes de financement, de soutien-financement, en termes d'attribution de subventions. Ce volet subvention, ça de tricycle, parce que c'est trois pieds en réalité, le soutien financier, le renforcement de capacités et le réseautage. Au soutien financier, nous avons deux types de fonds. Le fonds de structuration, qui finance les gens à long terme sur 3 années, et le fonds de valorisation, qui est un fonds qui donne des financements sur 1 année. Et le fonds de structuration, c'est une cagnotte de 150 000 euros. Sur les 3 ans, et le fonds de valorisation, c'est une cagnotte de 25 000 euros pour 1 année maximum. Dans la chaîne de valeur aujourd'hui, nous, Africains, nous avons notre partition à jouer, et cette partition-là, elle se joue au niveau de cette chaîne de valeur-là qu'il fallait rendre compétitif, mais l'inscrire dans la durée, et aussi en facilitant cette transition numérique de nos entreprises. Les lauréats, tous des seniors en la matière, viennent de 11 pays de l'Afrique de l'Ouest pour cette université d'été. Le gouverneur de la région de Bougouni a rendu visite à la plus âgée de sa région. Elle s'appelle Madikoura Konaté. Cette visite s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Jafar Aïdara et Djibril Bagayogo. C'est dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion que le chef de l'exécutif régional, le général de brigade de Keba Sangaré, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Djidjeni dans la commune de Kolosso. Malgré les conditions difficiles d'accès à ce village, le gouverneur a rendu visite à la doyenne d'âge Madikoura Konaté, âgée de 128 ans. Une vieille de 128 ans qui arrive à chanter encore et à me reconnaître. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le bien vivre ensemble qu'on est en train de voir à côté de la vieille. Aujourd'hui, nous pouvons dire que bien adulé à travers les arrière petits-enfants, les petits-enfants, toute la population, elle a retrouvé le sourire d'antan. Donc aujourd'hui encore, ce mois de la solidarité nous imprime de venir voir la vieille pour qu'elle fasse des bénédictions pour nous, pour tous les Maliens. Le gouverneur a remis un tapis de prière, un chapelet et une enveloppe symbolique à Madikoura Konaté qui, à son tour, a formulé des bénédictions pour le pays. A rappelé que le village de Djidjeni a bénéficié d'un forage d'eau suite aux doléances formulées par Madikoura Konaté
l'an passé. Que Dieu nous donne longue vie. C'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.